Donc salut à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être dans les locaux de Mythic avec Léo. Salut Léo. Salut Yves. Ça fait plaisir de me recevoir. Donc on va vous parler... Eh ben, c'est gentil. On va parler d'Anastir. Anastir, c'est un jeu qui va sortir très bientôt. Oui, voilà. Sur Kickstarter. Alors toi tu vas nous présenter un petit peu l'univers et après on ira avec l'ami Seb pour voir un petit peu tout ce qui va être les figurines, parce que chez Mythic Game quand même il n'y a pas de jeu sans figurines. Ah non, ça c'est pas possible. Sur YTV non plus il n'y a pas de jeu sans figurines, donc ça du c'est coup pas les deux possible matchent bien. Et ensuite on parlera bien sûr du gameplay. Donc vous avez dans la timeline, vous allez directement là où vous voulez. Alors Léo, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'univers d'Anastir? Alors l'univers d'Anastir c'est un univers d'heroic fantasy et c'est un jeu que nous créons, c'est-à-dire parfois chez Mythic Games on prend des licences, que, par exemple Darkest Dungeon ou Solomon Kane, et puis souvent aussi on aime bien créer nos propres univers. Et on a une petite tradition, c'est qu'on aime bien les univers qui se passent sur Terre mais avec un petit twist, un petit truc, c'est-à-dire ça pourrait être notre passé, bah ouais, qui change, ça pourrait être le passé, mais on ne sait pas tout, et il y a toujours un petit côté fantastique qui vient s'insérer. Donc, pour ce qui concerne, alors par exemple sur Reichbusters, la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi les Allemands qui font des expériences avec le Vril. Sur Hell, ça se passe du temps des Vikings en l'an 1000, mais il y a peut-être du fantastique. Oui. On ne sait pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Tout ça on le découvre en jouant en général. Et là, sur Anastir, c'est le passé presque préhistorique de la Terre, en fait c'est une sorte d'âge de bronze, entre l'engloutissement d'Atlantide et le grand déluge qui allait complètement recouvrir le monde. C'est peut-être une époque qui a inspiré nos mythes et légendes. Et donc ça se passe dans le bassin méditerranéen, au cœur du bassin méditerranéen, avant qu'il ne devienne une mer. C'est intéressant ça. C'est d'imaginer que par exemple une île comme la Corse, où typiquement là ça va devenir une montagne. Exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça. À la place donc de cette mer, il y a toutes sortes de paysages. Alors bien, comme tu l'as dit, les îles qu'on connaît sont des montagnes. Le reste, eh bien, c'est des marécages, des jungles, des volcans, toutes sortes de paysages, des plaines avec des hautes herbes. Est-ce qu'il n'y a que des humains ou est-ce qu'il y a d'autres créatures Ben justement, non, il n'y a pas que des humains. Alors c'est un univers d'heroic fantasy, mais ce n'est pas de la high fantasy, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des elfes, des nains, de la magie partout. Il y a de la magie, mais c'est plus primaire, c'est plus brut, c'est plus chamanique. Il y a un peu de magie, mais pas trop. Et il y a quelques créatures, mais il n'y en a pas non plus partout. Alors, tu as dit préhistorique tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des dinosaures? Parce que ça, les gens veulent savoir. Les dinosaures, c'est à la mode. Hein. Oui, il y aura des dinosaures. Bon, ça va en rassurer. Dinosaures, checké. Voilà. Il y aura aussi des créatures magiques. Donc, il y a par exemple des trolls. Donc, là, on en voit un là. Donc, il y a des trolls. Il y a des dragons. C'était le mot que les gens attendaient là, tu vois. C'était le mot. Je confirme, il y a des dragons. Dragon, check. Voilà. Il y a des dragons. Alors, il n'y en a pas à tous les coins de rue non plus. Hein. C'est rare. C'est-à-dire que c'est des entités un peu... C'est des entités très puissantes, rares. Il y a des plus petites races de dragons qu'on appelle les vouivres, qui sont des petits dragons qui souvent servent les gros. Donc ça, c'est un petit indice. Il y a des sortes de créatures féeriques qu'on appelle les sylphae, qui sont des créatures liées à la nature, et qui ont chacun... ils sont un peu mystérieux, on ne sait pas, ils peuvent avoir des effets positifs, des effets négatifs, ça dépend. Et puis il y a des peuplades humaines, beaucoup de peuplades humaines, de différentes ethnies et réparties sur tout ce bassin qu'on appelle Alboran. Le jeu s'appelle Anastir. Oui. Donc pourquoi? Anastir, c'est le nom d'une reine. C'était une reine plutôt, on va dire, du côté du bien, et elle a mal tourné, elle est allée du côté obscur. Ça, c'est le pouvoir, ça. Ouais, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est une menace, et elle menace le monde. Et les héros vont partir en quête. Donc les héros, c'est nous, ça? C'est nous. Ça se voit, c'est clair, c'est nous. Ça se voit. Parce que tu regardes, c'est nous, c'est nous. Oui, c'est nous. Je crois qu'il y aurait des mépecs. On va partir, en fait, en quête pour sauver le monde. Tout le monde n'est pas au courant de la menace, mais apparemment, il y avait un dragon très ancien, il y a plus de 300 ans, qui semait la terreur sur le monde. Il semblait avoir été vaincu, mais apparemment, il serait peut-être de retour. Peut-être qu'il y a un petit peu de fumée à l'est. Et il y a peut-être Anastir qui serait impliqué dans ce retour. Et donc, voilà, elle menace vraiment le monde et les héros vont partir en quête pour essayer de reconstituer une arme légendaire. C'est pour ça qu'il s'appelle la Confrérie de la Lance, pour essayer de vaincre Anastir. Ok. Alors au niveau de la direction artistique, en fait, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce qu'à la tête, on a quelqu'un qui est quand même assez connu dans le monde du jeu, de l'illustration. C'est Paolo Parente.
Donc, Paolo Parente, c'est un grand artiste italien qui a fait du Magic, Confrontation, AT-43, Dust Tactics lui-même, mais qui a développé l'univers d'Anastir depuis 2011. Ouais. Et donc, il a fait plein d'illustrations, il y a même eu des figurines en résine. Oui, il y a des figurines qui sont sorties pour d'autres jeux, même justement, de Anastir. Voilà, c'est ça, il y a des figurines d'Anastir pour Zombicide Blackplay, par exemple. Et donc, ça fait depuis plus de 10 ans qu'il développe cet univers. C'est ça qui est riche, en fait, c'est que du coup, c'est pas un univers que vous avez sorti comme ça pour un jeu, pour une mécanique, mais c'est vraiment plutôt le grand univers, on match les deux, en fait, ensemble. C'est ça, exactement, ce qui permet d'avoir quelque chose de très riche, parce que c'est ça qui est peut-être la particularité pour ce jeu. On verra qu'il y a un jeu avec beaucoup d'action, mais qui se déroule dans un univers très riche, où cohérent. Tout est expliqué, tout est cohérent, il n'y a pas de personnages génériques qui apparaissent comme ça. On élimine beaucoup d'ennemis, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour rien, il y a tous une raison. Et il y a toute une histoire qu'on va découvrir dans en jouant la partie, soit en mode campagne, et là, l'histoire, on la découvre du début à la fin, soit en one-shot, et là, ça veut dire on choisit un scénario et on joue. Pour jouer avec ses amis, si vous n'avez pas envie de faire une campagne, parce que forcément la campagne va être un peu longue, hein, c'est ce qu'on veut aussi, mais on veut aussi pouvoir jouer avec ses amis comme ça, pour faire découvrir simplement le jeu. C'est ça. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la campagne va vraiment raconter une histoire il y a un côté narratif présent dans le jeu, même si c'est pas aussi... développé que Solomon Kane. Voilà, c'est pas aussi présent que Solomon Kane, c'est pas omniprésent, mais à chaque fois, il y a des introductions, des textes, on rencontre des personnages, on peut leur parler, on fait différentes quêtes. Tu as joué toi-même. Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense que c'est ça l'idée, c'est que vous n'êtes pas sur des multiples embranchements scénaristiques. Par contre, vous avez un vrai scénario fort que vous allez vivre, un peu comme un film d'action en fait, mais avec du suspense, où il y a des retournements de situation. Et je l'ai vu rien que dans une partie. La partie, c'est pas juste vous arrivez, vous tapez, vous êtes là pour quelque chose, vous cherchez quelque chose et de fil en aiguille, il va se passer des broutilles. Hein. Souvent, ça. Oui, voilà. Mais on est là pour exactement. Ça. Donc aujourd'hui, je suis avec Iggy TV, donc qui est venu nous voir chez Mythic Games pour voir un petit peu comment ça se passait la peinture des figurines. Alors moi, ce que j'aime surtout, c'est les belles figurines bien peintes. Et là, ça tombe bien. Plutôt qu'est-ce que j'ai là Si quand même, hein, pas de, ouais. Hein, voilà. C'est correct. Donc je suis avec Seb Lavigne bien sûr, qui chapeaute un petit peu toute l'équipe de peintre. Donc c'est toi qui vas épeindre et aussi confier de la peinture des figurines à d'autres artistes. Donc c'est ça. Qu'est-ce que tu peux dire au sujet du matériel justement qu'on va avoir de Anastir sur toutes les belles figurines? Déjà des belles figurines, ce qui est limite une fin en soi. On sent le côté artiste. Selon moi, moi je trouve belle. Après vous, je sais pas. Ça vous jugerez, hein, chacun juger. Voilà, il y aura des. Mais une belle finesse en tout cas. Voilà. Ouais, c'est des figurines qui sont assez fines, qui sont assez détaillées. Une petite particularité qu'on pourrait souligner sur le projet Anastir, c'est en fait on va avoir dans le jeu, donc on va jouer un groupe de héros qui va affronter qui vont affronter des méchants. Et parfois les méchants ils vont être montés à cheval sur des chevaux, sur voilà. Tout un tas d'autres trucs, comme des hyènes, des vouivres, d'autres machins comme ça que je vous laisserai découvrir. Et comme d'un point de vue peinture, on sait que c'est un petit peu fastidieux d'avoir à peindre Joe le héros, la figurine de Joe le héros à pied, la figurine de Joe le héros à cheval, la figurine de Joe le héros sur une girafe, la figurine de Joe le héros sur... Il y aura des girafes ça reste à définir, mais pas pour donner le principe. Donc en fait on a pris, alors je sais pas si on va voir bien, en fait on a aimanté les figurines. C'est-à-dire que directement dans la boîte, tu auras ta figurine de... Là c'est un cheval, par exemple. Je prends la figurine du héros, hop, clac, avec un aimant, je la fixe directement. Et vous avez rien à faire, c'est-à-dire que c'est directement livré, prémonté, c'est déjà les aimants. Oui, l'aimant est déjà en place. Il n'y a rien à faire, c'est vous sortez votre boîte, vous l'enlevez. Et tu peux déjà t'amuser à voir sur quelle monture ton héros sera le plus cool, quoi. Et ça, vous avez pas mal travaillé là-dessus en fait, c'est sur le fait de pouvoir monter n'importe quel type de créature avec n'importe quel héros en fait. C'est ça, tous les héros pourront utiliser n'importe quelle monture. Après, il y aura plein de montures, je sais pas... ouais, il y aura beaucoup de figurines, je vais pas vous donner un chiffre parce que je voudrais pas vous faire flipper, mais ouais, il y aura beaucoup de figurines. En fait, la particularité aussi, c'est qu'il y aura plusieurs environnements dans Anastir et que chaque créature, bestiole, peuplade qu'on va rencontrer va être attachée à un environnement. Ce qui fait que le nouvel environnement, nouvelle peuplade. Oui, parce qu'au fur et à mesure de leur quête, les héros vont traverser des plaines, des marais, des catacombes, des machins. Et du coup, à chaque fois, il y a différents
peuple d'ennemis en fait qui habitent là, ces endroits-là et qui vivent là. Voilà. C'est là où ils vivent, hein. Nous on vient chez eux, mais c'est là où ils vivent. Hein, ouais, ils sont en train de faire leur marché, d'amener leurs enfants à l'école et tout ça. Et puis il y a des fous furieux qui débarquent. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt le vendre comme il y a des gens qui sont en train d'égorger des peuplades et nous on arrive pour défendre la veuve et l'opprimé? Écoute, là on part loin. Moi je vais rester sur la peinture des figurines. Voilà, il y a des figurines, on peut les peindre. Ou pas les peindre comme on a envie. Et alors d'ailleurs, ça fait bien le souligner parce qu'en fait, elles seront dans un plastique teinté qui pourra justement différencier en fait les héros des petits sbires de niveau 1, des sbires niveau 2. Exactement. Donc si vous ne voulez pas vous casser la tête, il y aura quand même un code couleur malgré tout pour vous faciliter la vie. Il y a un code couleur, effectivement, tu vas avoir des figurines qui vont être gris clair, d'autres gris foncé, les héros qui vont être un peu... Enfin, pour l'instant, alors c'est le projet n'est pas encore en fabrication, donc du coup, peut-être qu'il va y avoir des changements encore sur les couleurs. Mais bref, du coup, il y aura un code couleur comme ça. Donc moi, pour la peinture des figurines, j'ai choisi de ne pas en tenir compte parce que moi, je peins plus pour de la photo. Ouais. C'est pas tellement des figurines qu'on va utiliser pour jouer, mais après derrière c'est très facile en fait de garder ce code couleur avec juste une petite marque sur le socle de la figurine et puis même de toute façon très rapidement à force de jouer on va savoir quels sont les ennemis niveau 1, quels sont les ennemis niveau 2, etc. Donc c'est pas... Je m'inquiète pas pour ça. Mais écoute, merci Seb, et puis maintenant on va aller regarder comment ça joue, parce que c'est ça que vous attendez aussi. Et maintenant on se retrouve pour le gameplay avec Lou qui est game designer justement sur Anastir. Donc alors qu'est-ce que vous nous promettez comme aventure? Alors Anastir, principalement en termes de style de jeu, on a voulu s'inspirer énormément des jeux beat'em all arcade des années 80 pour justement simuler un peu les sensations de jeu qu'on avait à l'époque. Mâcher les boutons, faire des combos. Alors peut-être un exemple, ouais, c'est tous les jeux genre Street of Rage ou Golden Axe en l'occurrence. Exactement, on va être très très proche de l'univers, de l'esthétique et surtout de l'atmosphère et de ce qu'on retrouve de Golden Axe. Donc déjà, chaque joueur va contrôler un héros. Chaque héros a sa petite particularité. Il va avoir un gameplay qui lui est propre. Donc vous allez avoir des grandes classes de héros, vous allez avoir des guerriers, vous allez avoir des chamans, des piliers et des rôdeurs. Donc l'idée c'est que chaque héros va avoir son set de cartes avec chacune 3 couleurs. Vous avez des cartes rouges qui vous permettront de faire des attaques, donc le roster classique des jeux de combat, des attaques sautées, des attaques qui permettront de sonner des ennemis. Vous avez des cartes bleues qui vous permettront de plus vous défendre, faire des esquives, et des cartes vertes qui sont plus liées à l'art, la magie du jeu, qui vous permettra de vous soigner, d'utiliser des attaques magiques ou de vous déplacer. L'idée c'est que ces cartes ont un effet. Et lorsque vous jouez cet effet, vous pouvez venir mettre cette carte sous votre dashboard de héros. Et là vous voyez que j'ai réalisé une combinaison de cartes, vert-vert. Vous regardez le dashboard de Undral, vous voyez qu'elle dispose de 3 combos. 3 combos qui lui sont propres. Donc les combos, tout de suite, on sent qu'on est dans un jeu qui s'oriente justement vers les beat'em up et on a 3 combos à chaque fois pour chacun des personnages. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer peut-être les combos ou ça c'est attaché vraiment au style du personnage? Les combos sont comme les caractéristiques et le pouvoir, ce sera propre à ce héros, ça ne peut pas bouger. Par contre, les cartes, elles, vont pouvoir évoluer. Voilà, donc il y a une petite mécanique de deck building au fur et à mesure qu'on va gagner de l'expérience. D'aventure en aventure, vous allez débloquer l'expérience qui va vous permettre de remplacer les cartes que vous avez dans votre deck en des versions plus puissantes pour vraiment spécialiser encore plus votre devenir héros. Plus fort, dégommer plus de plus bourrin. Donc après, le système, c'est qu'on peut déclencher en fait un combo simplement avec la bonne combinaison. À partir du moment où j'ai 2 verts, je peux défausser mes 2 cartes ici et hop, ça me fait cette action bonus en fait qui est toujours gratuite. C'est gratuite et ça se joue dans l'ordre. C'est toujours vert, vert, ici vert, bleu, vert, bleu, vert. Alors ensuite, le petit icône qu'on a ici, c'est la furie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la furie? Exactement. Pour rappeler justement les beat'em all arcade, on a une furie, donc une attaque surpuissante qui sera liée à notre personnage encore une fois. Lorsque vous jouez une carte, vous gagnez de la furie. Vous montez de 1 votre jauge. Vous gagnez aussi cette furie lorsque vous dépensez des combos. Ici, vous voyez que j'ai un petit symbole furie. Lorsque je ferai donc c'est ici, on me donne 2. Un quand je la joue et un quand je la récupère. Exactement. Et donc vous montez de 1 jusqu'à ce que vous ayez atteint le maximum. Vous pourrez utiliser votre carte furie qui sera très puissante selon votre personnage. Donc ça c'est vrai que je l'ai vu dans la partie, dès qu'on déclenche en fait sa furie, c'est assez mortel. Là, Conrad il peut dégommer tous les alliés, enfin tous les palais, tous les alliés, tous les... Ouais, c'est un gros tourbillon. On a vraiment cette idée, c'est un spécial, c'est vraiment le... Déjà vous avez les cartes classiques qui sont en mode on tatane bien, après vous avez les combos où là on va faire des actions plus puissantes, et vraiment la furie, c'est on l'a en général une seule fois par partie et ça fait vraiment le ménage. Mais c'est ce qu'il faut parce que c'est ce qu'on a vraiment l'impression, il faudrait des effets spéciaux un petit peu. C'est ça, les furies, ça va vraiment retourner des situations un peu critiques, ça va vous permettre de balayer énormément
d'ennemis d'un seul coup, de vous déplacer extrêmement vite. Alors donc là on a la piste d'initiative, ça c'est une reverse, ça on a l'habitude de connaître. Par contre la petite particularité dans Anastir c'est qu'elle est fixe, donc une fois qu'elle est déclenchée, une fois qu'elle a été tirée au hasard, elle va changer de temps en temps, mais voilà, après on a quelques petits moyens de la changer, mais sinon de tour à l'autre elle va rester fixe. C'est ça, elle va rester fixe. Il y aura des événements qui vont venir remélanger cette piste, des actions héroïques qui pourront vous faire prendre l'initiative sur certains ennemis, et donc vous allez vous activer un par un. Ennemi, héros, selon ce que vous avez tiré, vous arrivez à la fin, ce sera la fin du tour. Conrad, on va activer Conrad. Conrad, vous avez deux actions en tant que héros. Vous pouvez par exemple faire une action de manœuvre qui va vous permettre de vous déplacer et d'attaquer. Donc par exemple ici, avec Conrad, je fais une action de manœuvre, je me déplace de ma caractéristique de mouvement, donc ici 2, et j'attaque. Une attaque, comment ça fonctionne? Vous allez lancer un nombre de dés égal à votre valeur d'attaque. Donc ici, Conrad a 4, je lance donc 4 dés. Voilà, vous voyez ici la puissance de mon attaque. 2 réussites. 2 réussites, c'est ok. Ouais, c'est moyen, c'est moyen. T'es généreux avec toi même. Donc ici, vous allez cibler la case entière. Et vous allez répartir les réussites que vous avez fait, donc votre puissance d'attaque, sur les ennemis disponibles. Les ennemis ont une carte qui symbolise leurs caractéristiques. Ici, il a 1 de défense, c'est-à-dire qu'avec une réussite, je le tue. Les ennemis n'ont pas de point de vie. Et ça le flingue directement. Et ça, c'est une particularité en fait, c'est qu'il n'y a qu'un seul jeté de dés. Vous jetez les dés une seule fois et c'est tout léger et on va dire et pour toucher, pour blesser, pour sauvegarder, et pour faire un insensible à la douleur et quoi que ce soit. Et il n'y a qu'un lancer de dés et c'est ce qui fait que c'est très dynamique. Et même si on avait plusieurs ennemis, s'il y avait eu 2 ennemis sur la case, les 2 ennemis seraient vaporisés d'un coup. Exactement, je les aurais vaporisés selon le nombre de réussites que j'aurais fait. Si j'avais dépassé la défense des 2 ennemis, je les aurais tués tous les 2. Donc là on a vu qu'on pouvait se déplacer et taper, ça c'est la première action, qu'est-ce qu'on a d'autre comme action possible? Comme action possible, vous en avez plusieurs. Vous avez l'action de se concentrer qui va permettre de charger votre furie, ouais, ou de recharger votre token relance pour se galvaniser. Et parce qu'on a tous un token de relance automatique. Exactement, qui permettra en le dépensant de relancer votre jet. Ensuite, vous pouvez vous soigner, donc qui permettra de vous remettre des points de vie lorsque vous aurez pris des taquets assez sévères, ou alors de retirer certaines blessures un peu plus graves. Vous aurez aussi la capacité de jouer une carte, comme je l'ai dit plus tôt. Donc jouer une carte pour son effet, et venir gratuitement la mettre sous votre dashboard de héros pour commencer une combo. Alors, tout ce qu'on n'a pas dit, c'est que les cartes, on peut aussi les jouer pour ses alliés, pour booster les jets, pour ajouter un en défense, un en attaque, etc. Exactement. À tout moment, vous pouvez jouer une carte pour ajouter une valeur à vous ou à votre allié. Donc, Conrad a joué, il a effectué ses actions. On passe à un ennemi. Ici, c'est un ennemi de rang 1. Les ennemis ont toujours 2 grandes catégories, les sbires et les spécialistes. Donc, ils vont s'activer. Toujours au plus simple possible, ils vont d'abord se déplacer en ciblant le héros le plus proche, et en cas d'égalité, on gardera le prochain héros qui va s'activer. Donc ils se déplacent, on déplace tous les grilles. Donc petite situation, Conrad affronte 3 valeureux, courageux adversaires. Et donc il va devoir se défendre contre leur attaque. Ici, vous avez des rabatteurs, qui sont des ennemis assez faibles mais assez dangereux lorsqu'ils sont en grande quantité. Vous allez donc faire un jet de défense contre leur valeur d'attaque. Voilà, et c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a jamais de dés qui sont lancés par le jeu, en fait, c'est toujours les joueurs qui se laissent soit des dés pour attaquer, soit des dés pour se défendre. C'est très rapide. Alors combien ils en attaquent? 1 par bonhomme, donc ça fait 1, plus après. Par type d'ennemis du même genre. Et eux, ils ont leur bonus. Ils ont un petit bonus qui fait une meute, vu que ce sont des rabatteurs. Et donc ils vont avoir plus 1 s'ils attaquent au moins à 2. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous savez d'avance ce que l'adversaire va mettre. En fait, des fois, on ne sait pas trop si on va booster sa défense ou pas. Là, on sait que quoi qu'il arrive, on peut le calculer à l'avance, on va se prendre 4 dommages. Donc Conrad va se défendre, il va utiliser sa caractéristique de défense pour pouvoir éviter de prendre des dégâts. Voilà, et chaque touche qu'on va réussir, du coup, ça va enlever une réussite. Exactement. Petite chose aussi, tu n'as pas parlé de cette phase-là, la phase grab. Est-ce que tu nous montrer une petite grab? Bien sûr, exactement. Donc encore une fois, une mécanique assez importante dans Anastir, le grab, la chope. Ouais. Encore une fois, quelque chose qui est assez connu dans le monde du beat'em up, vous pouvez attraper des ennemis. Et donc ici, si vous obtenez ce genre de résultat, une espèce de petite main, vous pouvez attraper un ennemi. Lorsque vous l'avez attrapé, vous pouvez réaliser une action de lancer, c'est-à-dire vous pouvez vous déplacer d'une case et lancer ce pauvre malheureux sur son congénère pour le tuer et renverser. Vous voyez, on a vraiment ce côté, typiquement dans Street of Rage, à chaque fois il y a la chope, on balance sur les ennemis, ils peuvent tomber, etc. Exactement. Donc, vous pouvez aussi les écraser contre des murs. Exactement. C'est une bonne façon de se débarrasser de ceux qui sont un peu balèzes, justement. Alors moi, on m'a parlé de monture. Bah là, c'est le moment de voir ça. Alors comment ça se passe? Du coup, il y a des créatures qui apparaissent, c'est ça? Donc, avec les ennemis vont pouvoir apparaître certaines créatures sauvages. On a 3 types dans chaque région, des communes, des peu communes et des rares. Vous allez lancer un dé pour savoir quel type de monture va apparaître. C'est un peu comme les Pokémon, quoi. Exactement. Lorsqu'elle apparaît, vous pourrez, lors de votre tour, effectuer une action de domination pour pouvoir dominer la créature et en faire une monture. Pour dominer une créature, un héros peut faire une action de domination. Il va devoir utiliser un jet d'art, donc de magie, pour pouvoir soumettre la créature ou dépenser une carte. Donc ici, par exemple, pour un Yati sauvage, une rouge. Je dépense ma carte et je peux donc remplacer la créature sauvage par sa version montée, adaptée avec une. Je remplace. Quoi le monter dessus, avec le petit magnète qui va bien. Mon héros à pied par sa version montée. Voilà.
Et c'est ça qui fait aussi le charme du jeu, c'est vrai qu'on va se balader, on trouve des sortes de créatures sauvages, on monte dessus, on espère tomber sur des dragons ou ce genre de choses. Ça peut arriver. Ça peut arriver, des petites vouées, comme ici. Voilà. Et du coup, bien sûr, ça va nous rajouter des compétences, hein. C'est pas juste là pour faire joli. Évidemment, lorsque vous allez récupérer une monture, et selon la monture que vous allez récupérer, vous allez pouvoir ajouter sa carte à votre dash de héros pour avoir par exemple des bonus de déplacement, des attaques gratuites, mais il va falloir la conserver cette monture. Et donc au début de votre tour, vous allez devoir dépenser une carte ou tenter un test d'art pour garder la monture. Sinon, elle peut se rebeller. Il y a moyen qu'elle se rebelle. Si tu l'as pas si bien nourrie, elle vient te chiquer un petit peu. Exactement. Alors une fois bien sûr que la piste est arrivée au bout, c'est-à-dire que tous les ennemis et les héros ont interagi, et bien on arrive à la phase de spawn. C'est ça. On génère de nouveau parce qu'avec tout ce qu'on dégomme. Lorsque vous arrivez à la fin de votre piste, vous piochez une carte spawn qui est aléatoire. On a à chaque fois le nombre d'adversaires qui arrivent et sur quel plateau ils vont arriver, plateau gauche, plateau droit, et à chaque fois leurs caractéristiques, hein, s'ils sont forts ou pas. Donc là ça nous met en fait tous ces adversaires-là. Exactement, vous avez aussi des petits effets qui peuvent s'appliquer au moment de l'apparition des ennemis. Donc là, comme on vous le disait, il y a aussi une partie un petit peu narrative, donc c'est tout le texte qui est ici, on n'est pas là juste pour taper des ennemis, bon bien sûr on va le faire un petit peu aussi, mais donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Alors l'idée c'est que vous allez avoir des quêtes, donc des quêtes il y en aura plusieurs par aventure, une aventure c'est un scénario, et ces quêtes vous demandez des trucs à réaliser. Ici cette quête nous demande de réaliser un défilement. Un défilement, ouais. Donc un défilement, scrolling. C'est un scrolling, donc un peu à la beat 'em all, vous allez devoir avancer dans une direction, avec le gros doigt qu'il y avait et qui porte dans une direction. Go. Le go. Donc comment ça va se matérialiser? Donc sur le plateau, vous pouvez voir par exemple ici, que à son action, ce héros, donc Bride, se déplace et vide du coup complètement ce plateau d'ennemis et de héros. Donc automatiquement, il n'y a pas d'action à payer. Réaliser un défilement. Donc le principe du scrolling, moi c'est ce que je trouve vraiment super immersif. En fait, la frise, on a vraiment l'impression qu'on est dans un jeu vidéo comme ça, mais sauf que là, c'est vrai, on peut vraiment toucher les figurines. Donc on enlève tous les petits pions, hop, on enlève la tuile, et puis toi, tu viens glisser cette tuile-là. Et puis on rajoute une autre. Voilà, donc il y a plusieurs tuiles, hein, elles peuvent être recto verso forcément, en fonction du scénario aussi. Exactement, donc vous placez la suite selon ce qui est indiqué dans le scénario. Donc quand on arrive à cette carte d'événement qui est en fait en fonction de l'endroit où on va se battre, on a des cartes à piocher et puis petite carte qui va vous dire par exemple, tiens là par exemple les héros vont gagner de la furie, ça vous dit aussi où jouer, enfin de quel côté vont bouger les créatures qui sont là, et puis les seed failles. Donc à chaque scénario, vous allez avoir différentes quêtes, donc avec toujours du narratif, des quêtes secondaires aussi qui peuvent rapporter des petits bonus. Une fois que c'est fait, on retourne et on va avancer comme ça un petit peu dans l'histoire. Donc c'est ce qui permet justement de vivre une aventure. Et au fur et à mesure, une fois que vous allez arriver jusqu'au bout, et bien soit, bon, cas de figure plutôt mauvais, c'est que vous avez perdu. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand il y a un héros qui meurt, il y a toujours un héros en réserve. Un peu comme le one-up où genre je rajoute une vie continue. Donc vous avez un héros qui va être repris par un des joueurs, celui qui a perdu sa figurine. Par contre, si tous les héros sont couchés, là c'est fin de la game. Exactement. Si on ne peut pas piocher de héros, c'est game over. Voilà. Et si après vous avez terminé, eh bien le scénario va avancer, il va vous donner bien sûr des bonus que vous pourrez dépenser pour vous upgrader, avoir des nouvelles cartes, etc. Choper des objets, augmenter votre héros, acheter des montures. Vous avez plein de choses à faire entre chaque mission pour augmenter vos héros. Alors particularité aussi, c'est que dans les beat'em all, forcément, il y a aussi des boss. Est-ce qu'il y a des boss là? Évidemment qu'il y aura des boss dans Nastir et des boss plutôt balèzes, plutôt costauds. L'idée c'est que ces boss, pour matérialiser ce qui se passait dans les jeux vidéo, ils vont avoir deux grandes phases, une phase vulnérable et une phase invulnérable. Et ce sera aux joueurs de trouver comment les rendre vulnérables pour pouvoir attaquer leur barre de vie. Ouais, c'est sympa. Et ça, il y a des patterns en fait à respecter pour ceux qui reviennent des jeux vidéo. Il suffit pas d'arriver de balancer les dés, il faut trouver quoi faire, comment l'étourdir, le récupérer, changer de forme, etc. Et l'idée c'est que d'une phase à l'autre, il va changer de comportement et vous allez devoir vous adapter pour le battre. Ok, ça promet bien. Écoute, merci Lou. Mais de rien, avec grand plaisir. On arrive maintenant au moment de ma conclusion sur le jeu. Alors moi, franchement, c'est un coup de cœur parce que Anastir, c'est vraiment typiquement, déjà visuellement, moi le visuel, quelque chose qui compte beaucoup. Et là, on est sur quelque chose de petits oignons. Rien que d'avoir le petit paravent derrière. Alors, on peut dire oui, c'est un petit peu gadget et tout, mais franchement, c'est immersif. Et moi, c'est ce que je demande à un jeu, c'est immersif. C'est de pouvoir à un moment donné me poser, juste regarder la table et m'imaginer, regarder les figurines. En plus, la direction artistique, elle est al dente, hein, c'est normal, c'est pas le Parente qui s'en occupe. Donc franchement, on a vraiment beaucoup de figurines. Après, il y a pas mal de choses que je peux pas vous montrer, mais qui vont sortir. Et franchement, déjà rien que le nombre d'environnements, ça, c'est une chose qui donne vraiment une plus-value parce que vous allez à chaque fois avoir des bestioles particulières, bestioles en plus qu'on peut monter. Et ça, c'est vraiment super ludique, hein. Moi, j'ai pu le voir dans les démos quand on était à Cannes. À chaque fois, tout le monde était là. Ouais, t'as vu le jeu avec les petits bonhommes et qui viennent sur les chevaux, etc. Ça, c'est ludique, mais c'est bête. Mais en fait, c'est ce qu'on demande aussi à un jeu, c'est de prendre du plaisir et de s'amuser. Et moi je trouve que Anastir, ça coche bien justement ces cases là, en mode on se prend pas la tête, on s'amuse, et surtout la mise en place elle est super rapide. C'est quelque chose qu'on pouvait reprocher peut-être parfois sur certains jeux chez Mythic Game. Là franchement ils ont
entendu le message, parce que là, la mise en place, elle est vraiment super rapide. C'est dynamique avec ce système de scrolling comme ça qui est assez novateur. Vraiment, le paravent, je n'ai déjà parlé, mais moi, je trouve que ça apporte vraiment une plus-value. Vous savez que vous êtes dans un environnement. Après, le côté narratif, il est un petit peu présent, mais dans une histoire globale, un petit peu comme dans un film que vous pouvez regarder, un film d'action par exemple, où bon bah voilà, vous n'allez pas choisir à chaque embranchement quel est le destin de vos héros, est-ce qu'on va partir dans le côté négatif, dans le côté positif, est-ce qu'on va sauver la princesse ou pas, on n'est pas dans un Mass Effect, si vous voyez ce que je veux dire, mais vous suivez quand même une histoire avec des petites choses, quand même on sent qu'il y a des petits twists quand même malgré tout, donc c'est quand même assez agréable. Le gameplay après, vous l'avez vu, il est hyper simple, on perd pas de temps, il y a des lancers de dés, on peut gérer un peu les stats, mais en fait il n'y a pas de gros calculs, il n'y a pas plusieurs lancers de dés aussi pour faire une chose, ça c'est quand même assez agréable. Et alors c'est quelque chose que j'avais pas revécu depuis des jeux comme peut-être un Zombicide, quelque chose comme ça, où vous avez vraiment une masse d'ennemis qui arrivent, comme dans les beat'em up, et bah du coup vous les tabassez, vous en mettez plein, vous en rajoutez, il y en a toujours plein qui arrivent, et vous dites waouh, ça va être dur à gérer, mais en fait après on se rend compte que eh bien ce sont vraiment des héros, donc les gars peuvent eh bien one shot 4-5 figurines à chaque fois, à chaque action, donc c'est assez jouissif en fait. Et vous voyez, on est vraiment, encore une fois, j'insiste, dans le côté ludique d'un jeu où on est là pour se défouler, vous voyez, quand vous n'avez pas envie de vous faire un jeu trop compliqué. En plus, l'avantage c'est que si vous avez des amis qui ne savent pas jouer, vous les amenez en fait sur Anastir, vous pouvez prendre même votre campagne en cours, vous leur expliquer un peu le système, comme c'est coopératif, il y a moyen justement comme ça de les aider, et puis même sur la trame narrative, ils vont comprendre, parce que la mission elle est expliquée directement au début, donc voilà, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez ce qui se passe, vous savez quels sont un petit peu les enjeux, et puis voilà, vous prenez du plaisir à jouer. Donc dès que le Kickstarter sera lancé, eh bien on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, hein, sur un live ou ce genre comme ça. Sur Sakos Figou, je pense que ce serait un bon moment, et comme ça on pourra voir du coup les prix, les stretch goals, tout ce qui va pouvoir se débloquer, et je vous garantis que j'ai vu quelques figurines qui sont vraiment vraiment top. Voilà, merci beaucoup à Mythic de m'avoir fait confiance pour faire cette vidéo, merci à tous ceux qui like, qui commentent la chaîne, qui m'aident aussi sur Tipeee, ça c'est vraiment hyper important, merci vraiment à tous de me soutenir, et puis surtout amusez-vous bien, voilà, à bientôt, salut à tous.